On serait à des années-lumière d'éviter de transformer notre planète en un enfer invivable. Si on n'a pas ça, c'est pire. C'est vrai que les capitalistes n'aiment pas trop aller piocher dans leur portefeuille. Yo les amis, vous le savez peut-être, mais la planète chauffe et les perspectives ne sont pas réjouissantes. En septembre dernier, pour tenter de répondre à l'urgence climatique, le Parlement suisse a adopté une loi sur le CO2. C'est une loi qui veut introduire des taxes et des mesures pour tenter de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Le but, c'est d'essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré pour pas qu'on cuise vivant en fait. Il y a deux mesures importantes dans cette loi. La première, c'est une hausse du prix du pétrole et du mazout pour les importateurs, qui les obligera à compenser financièrement une part des émissions qui sont liées à ces carburants-là. Et comme ça va leur coûter à ces importateurs, ils pourront gonfler le prix de l'essence à la pompe jusqu'à 12 centimes maximum d'ici à 2025. Deuxième mesure qui fâche, une taxe sur les billets d'avion, qui va de 30 à 120 francs selon la classe et la distance du voyage. Les compagnies aériennes seront elles aussi taxées de 500 à 3000 francs par vol. Et alors avec les sous qui seront générés par cette taxe, chaque citoyen et citoyenne recevra une déduction sur sa prime d'assurance maladie. Et puis l'autre partie des sous, elle ira dans un fonds climat qui servira à financer des projets de transition, comme soutenir les propriétaires qui veulent se débarrasser de leur chauffage à mazout, financer les réseaux de bus électriques, etc., etc. Sans trop de surprise, les lobbies du pétrole et les milieux économiques s'opposent à cette loi depuis des mois, avec le soutien de l'UDC. Dans le comité d'opposition, on retrouve des personnes comme Albert Rochety ou Uli Bamert, qui sont respectivement président et directeur de Swissoil, l'association nationale des négociants de combustible. Et c'est justement cette association-là qui a déposé plus de 100 000 signatures pour demander la tenue d'un référendum, ce qui fait que c'est le peuple qui va voter oui ou non à cette loi le 13 juin prochain. Et puis de l'autre côté, les jeunes de la grève du climat se sont eux aussi opposés à cette loi, mais pour des raisons complètement différentes cette fois. Après 3 ans de mobilisation, on s'attendrait à ce qu'un pas en avant vers une loi CO2 serait quelque chose qu'ils accueilleraient, et ben en fait non, pas du tout. En fait, ils jugent cette loi pas assez ambitieuse, voire carrément ridicule. Les objectifs que se fixe la loi pour réduire les émissions de CO2 sont absolument ridicules. Le GIEC dit que pour qu'on ait seulement 2/3 de chance de ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement, il faut que les pays développés, dont la Suisse, atteignent des émissions nettes nulles en 2030. Mais ce que vise cette loi, c'est une réduction des émissions de seulement 50% en 2030. Et la neutralité carbone, elle la vise pour 2050, c'est-à-dire 20 ans après ce que dit le GIEC. Et en plus, c'est une loi qui ne prend pas en compte les émissions générées par la Suisse à l'étranger. Donc en fait, si on atteignait les objectifs que se donne cette loi, on serait à des années-lumière d'éviter de transformer notre planète en un enfer invivable. Alors les grévistes du climat sont pas les seuls à s'opposer à cette loi. En fait, ils sont soutenus par toute une frange de la gauche, mais c'est une frange qui n'a pas été très audible sur la question. Et sur ce coup, les grévistes du climat perdent aussi leur plus gros soutien, c'est-à-dire les jeunes socialistes et les jeunes verts, qui voteront pour cette loi CO2. Je vous laisse écouter Sophie Desbioles, qui est coprésidente des Jeunes Verts à Genève. Si on n'a pas ça, c'est pire. Parce que ça veut dire qu'on repart pour plusieurs années à discuter d'une loi. Donc toutes ces années où on la discute, il n'y a rien du tout. On rediscute une loi avec les mêmes majorités au Conseil national. Donc la loi qui en ressortirait, elle ne serait pas meilleure. Une loi qui serait de nouveau sujette au référendum. Et puis on serait reparti pour des années où on n'aurait rien. C'est presque plus un oui pour ne pas perdre le peu qu'on a. La politique, c'est un outil qui est lent. C'est le consensus, c'est les petits pas. Cette loi CO2, c'est le principe du pied dans la porte. Tu mets le pied, tu demandes un truc pour que ce soit accepté, pour en demander un suivant. Alors bien sûr, on pourrait se dire que s'engager contre cette loi, ce serait risquer de faire capoter des mesures qui sont indispensables et urgentes. Que si cette loi ne passe pas, l'agenda écologique sera repoussé à plus tard et que ça, on peut pas se le permettre. Et que cette loi, finalement, c'est un moindre mal. Mais alors, est-ce que Machiavel avait raison? Est-ce que en politique, plutôt que de choisir entre le bien et le mal, on finit par choisir entre le pire et le moindre mal? À partir de là, on peut comprendre la frustration de la jeunesse, surtout la jeunesse la plus radicale, qui voit le monde brûler et qui doit choisir le moindre mal. Et c'est cette jeunesse-là qui se mobilise depuis des années pour faire entendre le message des scientifiques du climat. Et même au sein des partis qui votent pour cette loi, il y a des divisions. Brian Chirinos fait partie de l'Étincelle, qui est la tendance marxiste des jeunes socialistes et des syndicats, qui s'opposent à cette loi sur le CO2. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup durant cette pandémie. Surtout les salariés, les classes populaires ont vu leur salaire être amputé de beaucoup. Non, il y a beaucoup qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup qui ont dû se retrouver à faire des queues énormes devant des centres de distribution alimentaire. Et on demande à ces gens encore là de payer plus. Ce qui empêche aujourd'hui que l'on puisse aller plus loin, c'est que
ça va à l'encontre des intérêts de quelques-uns, d'une petite minorité, donc qui n'a aucune gêne en fait à détruire le climat. Et même s'il y a des engagements qui sont pris, ils sont de loin pas suffisants. Je veux dire, proportionnellement, c'est négligeable. C'est vrai que les capitalistes n'aiment pas trop aller piocher dans leur portefeuille. Alors que la place financière pollue 22 fois plus que la population suisse, par des investissements massifs dans le charbon et dans le pétrole, cette loi CO2 ne touchera aux activités ni des banques, ni des multinationales, ni des assurances. Alors quand on sait que la sortie de crise risque de mettre un sacré coup au portefeuille de beaucoup de personnes, et qu'en France, c'est une augmentation du prix de l'essence qui a causé le mouvement des Gilets jaunes, on comprend que les partis de droite capitalisent sur le sentiment de rancune de la classe populaire, mais seulement pour mieux servir des intérêts économiques. Alors sur ce coup, les mouvements climatiques et la gauche sont pris dans l'étau, parce que leurs arguments contre la loi CO2 sont rendus invisibles par les arguments populistes de la droite, et leur conscience les empêche de se ranger dans le camp du oui. Alors devoir choisir entre la catastrophe climatique et le moindre mal, ça laisse un goût amer pour celles et ceux qui veulent agir maintenant. Le changement radical, il ne se fera pas en politique parce que le système politique n'est pas prévu pour aller vite, pour aller dans l'urgence, et faire des grands changements rapidement. Et vous alors, c'est quoi votre avis? Vous êtes plutôt pour ou contre cette loi CO2? Vous êtes plutôt parlementariste, révolutionnaire? Dites-nous tout ça en commentaire. Mettez-nous un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, tenez-vous bien. Ciao!